20h sur la RTS. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. La commune de Diama, dans la vallée du fleuve Sénégal, étrenne sa nouvelle station de pompage, une infrastructure de dernière génération financée à hauteur de 1,5 million de dollars américains par le Fonds du Qatar pour le développement. L'ouvrage réceptionné par le ministre de l'Agriculture va faciliter la culture du riz en tenant compte des changements climatiques. Le transport de l'électricité, une alternative pour renforcer la production de Senelec, un projet de l'État financé par les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation pour un montant de 220 milliards. Le projet qui prend fin en 2026 va doper considérablement l'économie sénégalaise. Le dossier du jour à suivre. L'ostréiculture étend ses tentacules à Fatick, un secteur très investi par les femmes, notamment celle de Nemaba, dans le département de Foundiougne. Chaque jour, une grosse quantité est récoltée et vendue. Vous allez le voir, la culture des huîtres a complètement changé la vie des populations locales. À suivre également le reportage de nos équipes sur place. Bienvenue à tous. C'est un investissement qui, à terme, va doper forcément l'économie du Sénégal. Il s'agit du projet relatif au transport de l'électricité en financement des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation pour un montant de 220 milliards de francs CFA pour renforcer la production de Senelec. C'est avec un câble sous-marin en provenance du Cap des Biches à Monaco-Plage que le transport va s'effectuer. Lancé en 2018, les conduites souterraines ont été déjà posées par la Société nationale d'électricité. Pour la deuxième phase, un préalable a été respecté pour ce projet qui prend fin en 2026. Le dossier du jour porte la signature d'Ibrahim Ndonga. Opération fructueuse, eau boueuse, accompagnée de quelques corps étrangers. C'est le résultat final des travaux de curage entrepris à la chambre 4 de la centrale électrique de Kounou. Un travail qui se fait de Kounou à Padoua sur une distance de 30 km. Au total, 23 chambres de jonction sont concernées par cette étape. Il s'agit principalement de voir si les conduites sont en bon état en faisant passer des gabarits pour voir si les câbles sont endommagés et dans un deuxième temps de faire une inspection par caméra pour voir que les conduites sont en bon état avant de procéder à la phase de déroulage des câbles, les connexions au niveau des postes de Kounoune et Padoua, de faire les essais de mise en service avant de procéder à la mise sous tension. Et voici le 10 au poste condensé. À la différence des AIS, ce poste compact offre beaucoup plus d'opportunités, avec plus de 15 départs sur un espace carrément réduit. Ce qui veut dire que dans le cadre de ce projet de transport d'électricité, des infrastructures modernes sont en cours de réalisation. Le Cap de Biche fait partie des sites retenus. Dans les entrailles de ce gros cratère sera bientôt érigé un bâtiment de R+2, une zone d'interface où on note l'intervention de plusieurs entreprises. Il y a l'entreprise Elecnor qui est là, qui va faire le projet LST, c'est le câble souterrain. Il y a l'entreprise pratiquement, le groupement Airbosch, qui va faire en fait le câble sous-marin LSM. Et il y a FH qui va assurer pratiquement la construction du poste. Là où vous avez vu le cratère, là, c'est la zone où on a que AIS et JS va faire son poste, pratiquement pour pouvoir recevoir le câble 2500 de Elecnor. Une ingéniosité avérée, doublée d'une technologie de pointe, le tout se résume à une opération réussie d'un projet d'une grande envergure. À partir du Cap des Biches, un câble sous-marin va relier Rufisque à Dakar. C'est la première ligne sous-marine 225 kV au Sénégal. Ce projet est un projet de ligne sous-marine, mais on a un tronçon terrestre. C'est-à-dire que le câble sous-marin quitte le poste de Cap des Biches pour aller au poste à la rive Bel-Air. Et une fois à la rive Bel-Air, nous avons ce qu'on appelle un atterrage, qui est un endroit pour relier la ligne sous-marine et la ligne souterraine. Techniquement, ce sont des opérations donc, de fouilles qui vont être réalisées tout au long de la mer avec des équipements spécialisés, des bateaux qui permettront donc de réaliser ces travaux et de faciliter donc, le déroulage du câble
depuis donc l'atterrage de Monaco-Plage jusqu'au poste ici à Cap des Biches. De l'atterrage de Monaco-Plage, le link avec le poste de Bel-Air est vite établi. 15 km, c'est la distance du câble qui doit relier le Cap des Biches à Monaco-Plage. Monaco-Plage, justement, c'est un nouveau décor qui caractérise les lieux. Sur place, un important dispositif qui renseigne sur le volume des travaux. Un bateau flottant, il a au-dessus de lui, il a un excavateur qui est en train de faire des excavations, des tranchées. Et sur la base de ces tranchées, on va faire la liaison des 2 câbles sous-marins qui sont accompagnés de 6 câbles terrestres de Monaco-Plage jusqu'à la substation de Bel-Air. Et voici le T2, la spécialiste des fouilles au fond des océans. Une machine à la pointe de la technologie, armée de caméras embarquées. Et c'est à l'aide de cette crue de 500 tonnes que la machine est immergée au fond de l'océan. S'ensuit un travail à distance avec des commandes. La structure en métal que vous voyez ici, c'est la chaîne qui va autour de ce que Shehan montre. Et ça va tourner. Et vous voyez qu'il y a des dents. Elles sont en dessous pour des questions de sécurité. Mais les dents vont grignoter la terre au fur et à mesure que ça avance. Des câbles hydrauliques que vous voyez ici descendent sur le bout là et ils vont derrière. C'est tout l'hydraulique, c'est tout ce qui est les commandes. Il y a 6 caméras qui sont positionnées stratégiquement pour que les opérateurs voient ce qui se passe. L'objectif est clair, renforcer la capacité de production de la Sénélec et de doper l'économie sénégalaise. Ça va permettre aux entreprises d'avoir une énergie à moindre coût parce que c'est également l'un des objectifs majeur du compact, la raison pour laquelle aujourd'hui on investit 220 milliards de francs CFA dans le projet transport, c'est arriver à avoir un coût de l'énergie, d'accord, qui impacte sur l'économie de ce pays-là. Ça montre l'importance de ce projet qui va nous permettre de fiabiliser, de densifier le réseau électrique de la Sénélec qui sera bouclé en 225 kV. Donc c'est aussi le lieu de remercier le gouvernement américain pour le support constant au secteur de l'énergie au Sénégal. Mais au-delà de ce projet transport, le gouvernement entend mettre en œuvre une stratégie qu'on appelle la stratégie Gas to Power pour utiliser le gaz local qui proviendra de nos champs gaziers pour nous permettre de réduire drastiquement les coûts de production. Donc combiné à ce projet transport et à la réduction des pertes, nous espérons que nous aurons un impact positif sur le prix de l'électricité dans les prochains mois. Le Sénégal Power Compact est le fruit d'un accord de don entre le gouvernement du Sénégal et le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation. On a choisi l'électricité et le secteur de l'énergie avec le gouvernement du Sénégal parce qu'avec nos études, on a vu que l'électricité et le coût de l'électricité et le manque de durabilité et d'efficacité d'électricité, c'est un manque qui est un problème pour avancer la croissance économique. C'est pourquoi on a choisi d'investir 550 millions de dollars américains, plus 50 millions avec le gouvernement du Sénégal dans ce secteur. 220 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe dégagée par les États-Unis pour la réalisation de ce grand projet. Un projet relatif à la construction d'infrastructures de transport d'électricité. Cette visite a donc permis aux autorités américaines d'être édifiées sur l'avancée du projet. Une bonne impression, synonyme de belles perspectives pour un Compact 3. Le transport de l'électricité, un projet de Sénélec pour renforcer sa production et puis une mission conjointe du PUDC et de la BID a effectué une visite de supervision dans les régions sud du pays. À Ziguinchor, le village de Kalayan, dans la commune de Niassia, a été la première étape de la tournée. Les femmes avaient bénéficié d'un moulin dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet. La mission s'est aussi rendue dans le village de Youtou pour mettre en service les centrales solaires déjà installées sur place. Nous retrouvons Michel Mendy. Quand le ciel s'assombrit, la lumière peut jaillir désormais à Youtou. Ce village de la commune de Santhiaba-Majak dans le département du Souy est longtemps resté sans électricité. Aujourd'hui, il vient de voir un rêve se réaliser grâce au PUDC. C'est un bon geste. On apprécie vraiment le geste du PUDC. Et nous remercions cette action, disant que
ça va nous donner des avantages, d'énormes avantages parlant. Si je parle de l'éducation, ça va faciliter le travail des enseignants qui sont là. Du moment qu'à chaque fois, s'il faut faire des copies, il faut aller jusqu'à ailleurs, au sol, et ça pose problème. Le domaine sanitaire aussi, ça va faciliter aussi. Pour couvrir tous les quartiers du village de Youtou, le programme d'urgence de développement communautaire a installé des centrales solaires d'une capacité de 50 kW chacune. L'électricité produite permettra d'alimenter des centaines de ménages et d'impacter plus de 2000 personnes. Chaque centrale va prendre en charge 3 quartiers. La centrale que nous avons installée ici, c'est une centrale de dernière génération. Elle est équipée d'une technologie moderne. Aujourd'hui, la centrale est composée d'un champ photovoltaïque qui est couplé avec un groupe électrogène avec un stockage d'énergie. Ça permet aujourd'hui d'alimenter environ plus de 60 ou 70 ménages. En termes de population, environ 2100 personnes seront impactées par les 2 centrales que nous avons installées ici au niveau du Youtou. Ces 2 centrales solaires font partie des 16 déjà réalisées en Casamance par le PUDC et ses partenaires dans le cadre de la 2e phase du programme. Évaluée à plus de 300 milliards de francs CFA, cette 2e phase a permis la réalisation d'infrastructures sociales de base et l'acquisition d'équipements agricoles. C'est dans ce sens que le GIE Inabo des femmes de Kalayane a pu bénéficier d'un moulin. Nous sommes vraiment contentes parce qu'avec ce moulin, si tu as du mil, tu n'as plus besoin d'aller jusqu'à Ziguinchor. Pour ce qu'on gagne, on garde une partie pour un cas de panne. En mission de supervision dans le sud du pays, les partenaires se disent satisfaits des réalisations à Ziguinchor. Nous sommes satisfaits de la qualité des infrastructures qui ont été faites et aussi satisfaits de l'impact que le projet va apporter à la population, aussi bien de Ziguinchor et des autres villes. Donc c'est l'occasion pour vraiment remercier l'équipe PUDC qui a contribué à ça et l'équipe de la ville aussi, dont mes collègues sont derrière moi, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour qu'on puisse atteindre ce résultat d'aujourd'hui. Il y a eu des recommandations que nous avons recueillies auprès de la population, auprès du PUDC, qui vont nous permettre d'améliorer encore le projet et éventuellement peut-être d'en tenir compte à la phase 3 du PUDC que nous sommes en train de formuler. La mission conjointe procédera à la même activité de contrôle à Sédhiou et à Kolda, après l'étape de Ziguinchor. Autre bonne nouvelle, le secteur maritime sénégalais s'enrichit de 2 nouvelles conventions collectives. Elles portent sur l'exploitation des hydrocarbures et la pêche. Les négociations ont été conduites par l'ANAM. La cérémonie de signature a été présidée par Dr Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires, Lamine Fall et Abibou Mbaye. Un nouveau contrat social pour jeter les bases d'une marine marchande sénégalaise moderne et compétitive. État, patronat et syndicats marins, tous unis pour paraffer 2 conventions collectives, dont l'une porte sur le secteur offshore. L'activité qui nous réunit aujourd'hui consacre le terme, dans de bonnes conditions, de travaux de mise en place de la convention collective de la marine marchande, fixant les conditions d'emploi des marins ou gens de mer employés à bord des navires unités offshore opérant dans les activités pétrolières et gazières au Sénégal. L'autre contribue à la promotion du travail décent et à l'apaisement du climat social dans le secteur de la pêche. En effet, après 48 ans d'application, les dispositions de ce texte qui date de 1976 se sont révélées en déphasage avec l'évolution du contexte économique et social, les normes internationales du travail, les nouvelles fonctions à bord et les nouveaux types de pêche et de navires. Le travail en mer présente des défis et des exigences. Les marins passent des jours en haute mer, loin de leur famille, suffisant pour que l'ANAM, inspectrice du travail maritime, les prenne en compte. Nous avons été tenus de finaliser au plus vite ces documents. Madame la ministre, je vous rends compte que vos instructions ont été exécutées par toutes les parties prenantes de l'administration, mais également du secteur privé et des acteurs.
Des acteurs marins dont le courage et la témérité face à un océan souvent hostile font l'unanimité. Ces accords sont appelés à améliorer sensiblement leurs conditions de vie et de travail. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont changé? C'est la rémunération d'abord. La rémunération des gens de mer évoluant dans le secteur offshore va sensiblement changer parce que en fait, les conditions de travail dans ce secteur-là sont assez draconiennes. La signature de cette convention représente beaucoup de choses. D'abord, une satisfaction, un soulagement et un système de travail adéquat. Par ma voix, le gouvernement se réjouit de l'aboutissement de la négociation collective qui entre en droite ligne avec les orientations stratégiques de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Compte tenu de l'évolution de l'activité maritime avec l'exploitation du pétrole et du gaz, la convention collective offshore vient combler un vide juridique dans un secteur nouveau. Maintenant, avec la mise en œuvre de cette nouvelle convention, nous allons, on va dire, revenir à une situation normale avec ce vide juridique comblé qui permettra un traitement équitable et juste de nos gens de mer. Ces gens de mer sont célébrés à l'international ce 25 juin, correspondant justement à la signature de ces deux conventions. Des hommages ont aussi été rendus à titre posthume à des marins qui se sont battus pour la cause de la corporation. Au même moment, le ministre de l'Agriculture en tournée dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette première sortie dans cette zone risicole sera l'occasion pour Dr Mabouba Diagne de faire l'état des lieux de la chaîne de production, mais aussi échanger avec les acteurs sur la politique agricole de l'État. Pendabowa. C'est parti pour 4 jours de visite dans la vallée du fleuve Sénégal, zone agroécologique et risicole par excellence. Le ministre de l'Agriculture et ses services techniques ont rencontré dans la commune de Diamant un champion agricole, un capitaine d'industrie qui compte apporter sa partition à la quête de l'autosuffisance alimentaire. L'affaire est là. Point. Sénégal, il y a autosuffisance. Maintenant, c'est à peu près 70-80-60. Création d'emplois, l'agriculture et l'aviculture. Je dis souvent qu'on a le droit de gagner de l'argent, mais on a le devoir de créer des emplois. Voici un Sénégalais qui est en train de démontrer que c'est bel et bien possible de nourrir les Sénégalais, c'est bel et bien possible d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. On n'a rien à envier à ce qui se passe à l'étranger. On a vu des pivots. On a vu une agriculture moderne. Ces genres d'initiatives méritent d'être appuyées. Ainsi, le ministre lance un appel aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Et je lance un appel à tous les gens qui ont des moyens. Je lance un appel à la diaspora. Venez s'associer avec des gens comme ça. Même si vous ne savez pas faire, il a montré qu'il sait faire. L'agro-industrie reste également un défi majeur pour l'État. C'est dans ce cadre qu'il a visité l'usine de tomates qui, malgré les difficultés, arrive à relever le défi. Nous avons la capacité aujourd'hui de traiter, comme nous l'avons dit, 150 000 tonnes de tomates fraîches dans l'année, donc l'équivalent de 25 000 tonnes, soit les besoins du marché local. Aujourd'hui, les principales difficultés tournent autour de la culture. L'un de nos principaux problèmes, c'est surtout la bactériose. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, c'est essayer de nous trouver des variétés tolérantes ou même des variétés résistantes par rapport à cette maladie. L'autre problème que nous avons, c'est surtout essayer de financer les entrepreneurs que nous avons formés, 18 jeunes, qui ont leur baccalauréat, leur licence, leur maîtrise. Et ces jeunes-là peuvent bénéficier de serre, ce qui va leur permettre d'être des entrepreneurs et de nous aider à surtout respecter le calendrier culturel. Voici une opportunité de créer des emplois. Si on nous dit que l'usine a une capacité de faire entre 125 000 et 150 000 tonnes. Aujourd'hui, ça fait seulement 25 000 tonnes. Et que le challenge, peut-être, c'est cette maladie-là, mais les techniciens nous ont donné les éléments de réponse pour résoudre ce problème. Moi, je crois que parmi les coopératives agricoles communales que l'on va créer, où ces techniciens-là vont travailler sous des serres pour apporter les semences. Cette tournée économique l'a aussi menée pour le premier jour dans le casier de débit Tiguet, un casier modèle qui assure la double culture avec plus de 900 hectares pour cette campagne 2024.
Nous restons avec le ministre de l'Agriculture qui a également réceptionné la toute nouvelle station d'irrigation de pompage de la vallée du fleuve Sénégal et est située dans la commune de Diama, une infrastructure de dernière génération qui tient compte donc des changements climatiques. Le projet est financé par le Fonds du Qatar pour le développement. Sur place, nous retrouvons Pandabawa. Cette toute nouvelle station d'irrigation solarisée de dernière génération s'inscrit dans le cadre du projet d'irrigation solaire et d'agriculture intelligente face au climat dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette phase pilote est une étape importante dans la prise en compte de l'énergie verte dans l'accélération des investissements pour une transition rapide vers la souveraineté alimentaire. Notre mission en tant que DJI, nous comprenons l'importance du changement climatique dans la zone. Notre vision, c'est de vous accompagner, de vous aider à atteindre les objectifs de la double culture. Cette double culture et la riziculture peuvent développer le Sénégal. Notre objectif global, à part le changement climatique, l'accompagnement et l'accès au financement au niveau de la banque, c'est de vous faire savoir que nous sommes entièrement en phase avec vous. The Solar Power Irrigation for Climate Smart Agriculture Project is a landmark. L'énergie solaire nous permet de mieux réussir nos projets agricoles, révolutionne les pratiques agricoles et met en valeur les exploitations agricoles irriguées avec d'énormes potentiels en énergie. Connected pumping station. We collectively aim to significantly Nous pouvons collectivement et significativement réduire la dépendance à l'énergie fossile. Ce projet aura une grande valeur ajoutée dans les grands projets adossés à l'énergie renouvelable et va améliorer les pratiques agricoles. Enhance productivity, improve livelihood and protect our environment. Une infrastructure qui épouse parfaitement la vision de l'État dans la recherche de solutions durables pour l'irrigation dans la vallée. Et à travers ce projet, nous cherchons à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources en eau, augmenter la productivité agricole qui contribue à assurer la sécurité alimentaire et à s'adapter au changement climatique. En tout cas, cela nous permet ainsi de concrétiser la vision de notre gouvernement, en général, de mon département en particulier, dans cette zone qui prouve et qui démontre les menaces climatiques sont une menace réelle. C'est fort de tous ces enjeux et fort que notre gouvernement, à travers ma voix, remercie chaleureusement les fonds du Qatar pour le développement et les DJI pour cet accompagnement qui va permettre de réaliser 12 centres solaires et nous permettre de générer 1173,4 kW et va impacter 8600 hectares. Financé à hauteur de 1,5 million de dollars américains par le Fonds du Qatar pour le développement et mis en œuvre par DJI, l'Institut mondial pour la croissance verte, ce projet va à terme générer encore plus d'emplois et d'opportunités économiques pour les petits exploitants agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. Ils seront au total plus de 13 000 bénéficiaires de 170 organisations de producteurs, dont 4 379 femmes. Ainsi, l'eau, l'énergie, le changement climatique et l'agriculture, un ensemble au service d'une souveraineté alimentaire durable et compétitive au Sénégal. La filière riz, élément incontournable pour lutter contre la faim et la malnutrition. World Vision Sénégal lance la campagne AC. À travers l'opération, l'ONG compte mobiliser 30 millions de dollars les 3 prochaines années pour toucher plus de 300 000 personnes. Les précisions de Louise Pizza. Une enquête de sécurité alimentaire et de nutrition conduite en 2022 révèle que 9% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, 18% d'un retard de croissance. Pour venir à bout de la faim, World Vision Sénégal a mis sur la table environ 18 milliards de francs CFA. La campagne va se focaliser au niveau du Sénégal sur plusieurs stratégies. C'est un cri, je dirais, global et World Vision dans ses approches de développement. Nous avons toujours des approches de développement intégrées et World Vision, c'est une organisation qui se focalise surtout sur les enfants et les femmes. Pour joindre l'utile à l'agréable, des voies autorisées pour la protection des enfants,
Comme Abdou Guitessek, la troupe théâtrale Coach Barma de Rufisque se sont joints à cette noble cause. Cette campagne a pour but de réduire de manière significative la faim et la malnutrition. Nous comptons toucher autour de 307 000 ménages ici au Sénégal. Et en voyant les enfants souffrir de faim, de malnutrition, nous avons constaté que c'est un flot qu'il faut créer pour que les gens puissent se mettre ensemble, que ce soit les donateurs, que ce soit le changement de comportement, pour se mettre ensemble, pour répondre aux besoins des enfants à ce qui concerne la faim et la malnutrition. La lutte contre la faim et la malnutrition chez les enfants est une tâche immense. Pour atteindre cet objectif, World Vision travaille en étroite collaboration avec la communauté internationale, les partenaires techniques au développement et l'État du Sénégal. Le message et la présence aujourd'hui du gouvernement du Sénégal se justifie pour deux raisons. Une première raison, déjà, c'est pour appuyer de manière solennelle cette campagne initiée par l'ONG World Vision. Deuxième raison, c'est aussi pour accompagner cette campagne-là qui s'inscrit en droite ligne des préoccupations du gouvernement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que parmi les 4 objectifs prioritaires du président de la République, l'objectif numéro 1 reste la question alimentaire. Le lancement de cette campagne est un moment crucial pour World Vision Sénégal et les millions d'enfants. Un engagement envers les plus vulnérables, un travail de titan pour réduire la malnutrition infantile au Sénégal. La presse s'agrandit avec 32 nouveaux journalistes spécialisés en finance. Ils ont reçu leur certificat de fin de formation initié par le CESTI en partenariat avec Bloomberg Media Initiative. Ils vont désormais investir le marché de la finance et permettre à l'information financière d'être mieux traitée. Abdoulaziz Bal. Ils sont 32 auditeurs du programme de formation en journalisme financier de Bloomberg Media Initiative Africa à recevoir leur certificat en journalisme financier, une formation possible grâce au CESTI et au CESAC et qui vient à son heure. C'est un plaisir, mais aussi un grand espoir pour nous et pour le CESTI d'avoir participé à cette formation-là, d'avoir initié et participé à cette formation-là qui consistait à renforcer le paysage médiatique sénégalais en journaliste capable de faire des analyses en économie et en finance solides. Et à partir de là, nous avons été contactés par Bloomberg à travers son programme Bloomberg Media Initiative Africa qui nous a sollicité pour que l'intérêt que constitue le Sénégal par rapport à l'exploitation du pétrole, pour pouvoir former des journalistes capables de traiter l'information financière et économique. C'est une formation qui vient à son heure parce que l'information économique et financière constitue encore le parent pauvre dans la presse au Sénégal. Donc ce programme soutenu par le CESTI, le CESAC et Bloomberg arrive à point nommé pour renforcer les capacités de nos journalistes, pour mieux faire comprendre les réalités économiques et financières du Sénégal au moment où on démarre l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Je pense que c'est une formation extrêmement importante. Avec ce certificat en journalisme financier, il est attendu des auditeurs une meilleure contribution sur l'économie et les finances, des analyses pointues et des contenus de qualité. La cérémonie a été mise à profit pour rappeler les attentes. Nous adressons des remerciements spéciaux à la Fondation Bloomberg et à ses partenaires, la Fondation Ford et la Fondation Stavros-Niarchos, pour avoir bien voulu financer cette certification en journalisme financier. Nous adressons nos sincères remerciements au CESTI. Nous avions jugé nécessaire qu'il est mieux de prendre des cas des auditeurs et comment cette formation les a impactés dans leur travail et les perspectives qu'ils attendent dans le futur. C'est une formation de base, mais aujourd'hui, avec les ressources numériques, on peut continuer à se former et tous les professeurs, tous les experts qui ont intervenu dans cette formation-là sont encore disponibles pour les accompagner. Il faut qu'ils osent aborder les questions économiques et financières et je pense qu'à partir de là, ils finiront par être de très bons experts dans le domaine. Durant 6 mois, ces auditeurs ont été formés sur le journalisme financier, des auditeurs qui vont investir le marché de la finance et permettre à l'information financière d'être mieux traitée au grand bonheur des populations.
Santé, fin de la mise en œuvre du programme des médicaments, technologies et services pharmaceutiques de l'USAID. Au cours des 6 dernières années, ce projet a accompagné le gouvernement dans la lutte contre les antimicrobiens et dans la prévention et le contrôle des infections. Salut Sek. C'est une rencontre d'échange et de partage qui a permis de faire un tour d'horizon des actions menées dans le cadre du programme des médicaments, technologies et services pharmaceutiques de l'USAID. Depuis son lancement en septembre 2018, le projet MTAPS, financé par l'Agence américaine pour le développement international, USAID, est mis en œuvre par l'ONG Management Sciences for Health, MSH, a été un partenaire stratégique dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et dans la prévention et le contrôle des infections, contribuant ainsi à notre objectif de sécurité sanitaire et l'amélioration de la santé publique. Grâce à ce programme, beaucoup de défis ont été relevés dans le secteur de la santé. Les initiatives de prévention et de contrôle des infections, PCI, mises en œuvre par MTAPS ont considérablement amélioré nos capacités à prévenir les infections et à protéger nos populations. La formation des professionnels de santé, l'amélioration des infrastructures et les campagnes de sensibilisation ont été les éléments clés de ces succès. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Sénégal, aux partenaires d'exécution et à tous ceux qui ont contribué au succès de ce projet. Votre dévouement et votre engagement ont été essentiels pour atteindre les résultats que nous célébrons aujourd'hui. Cette rencontre est mise à profit pour réfléchir sur les leçons apprises, une manière pour ces acteurs de s'engager pour pérenniser les acquis du programme. Retour sur la célébration de la journée mondiale des donneurs de sang à Thiès. Le centre hospitalier Amadou Saher Ndiéguène leur a rendu un hommage mérité pour le don de soi, donner de son sang pour sauver des vies. Antabadji. On pourrait les appeler les soldats de la vie. Ces volontaires donneurs inconditionnels de sang impactent beaucoup la vie des patients et la qualité des soins dans les hôpitaux. Tout le monde sait que le sang est devenu un liquide incontournable dans la prise en charge des malades et c'est seulement les donneurs qui peuvent nous en procurer parce qu'on ne peut pas le fabriquer, on ne le vend pas, donc seulement une personne peut le donner à une autre personne. On a besoin de sang dans nos pratiques quotidiennes. Dans le cadre de la prise en charge de nos patients, en cas de chimiothérapie, on a besoin de sang. On a besoin de sang à la maternité, on a besoin de sang dans tous les blocs. Le centre hospitalier régional Amadou Saher Ndiéguène de Thiès fait partie des plus grands hôpitaux du Sénégal et ses besoins en sont importants. Grâce à ses partenaires, les pénuries de sang sont moins fréquentes. L'hôpital, c'est un grand hôpital qui a des besoins énormes et qui souvent est confronté à des difficultés qui, quelquefois, malheureusement, peuvent conduire à des pertes de vie. Nous avons une maternité de pratiquement 120 lits et qui parle un peu de maternité parce que c'est un peu l'un des services qui est le plus grand utilisateur, en tout cas, de ce produit. Nous avons également un service d'hémodialyse qui utilise beaucoup le sang. La reconnaissance de l'hôpital régional de Thiès aux donneurs bénévoles, de leur engagement dépend la survie de plusieurs malades. Lancer un appel au reste de la population parce qu'effectivement, nous avons des donneurs, mais qui ne sont pas en nombre suffisant pour nous permettre de couvrir correctement nos besoins. Nous allons lancer un appel aux autres habitants de la ville, de la région, aux autres associations, aux écoles de formation, à tous ceux en tout cas qui sont susceptibles de donner du sang pour nous permettre de couvrir correctement nos besoins. Plusieurs poches de sang collectées à l'occasion de cette journée mondiale du donneur de sang. La journée a justement été instituée pour inciter la population au don de sang, qui est un acte citoyen et humanitaire. Et nous jetons un regard sur les tout-petits, violation des droits de l'enfant. Le Sénégal lance la deuxième phase du projet. Le projet, justement, s'étale sur 5 ans et sera axé, justement, sur la gouvernance nationale et régionale des systèmes de protection des enfants. Pour la première étape, beaucoup d'enfants de la rue ont pu retrouver leur famille. Salut Sec. Ils sont des centaines d'enfants à fréquenter les rues.
Au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, ce phénomène reste préoccupant malgré les efforts des gouvernements. À cela s'ajoutent des initiatives, des projets comme le PAPEV. Ces 3 années de mise en œuvre ont eu des impacts sur la protection des enfants victimes de violations de leurs droits. Outre les efforts réalisés par le gouvernement du Sénégal dans la protection des enfants, le projet aide beaucoup dans la promotion et la protection des droits des enfants à travers les différentes activités que le projet a aidé à organiser l'année dernière, où il y a 2 ans, le projet a permis ce qu'on appelle le programme Zéro enfant dans la rue. Ça nous a permis de retirer beaucoup d'enfants et de procéder donc à leur retour donc en famille d'accueil. Donc le projet a également permis la formation d'ateliers de renforcement de capacité des acteurs de la chaîne judiciaire. Financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement, le PAPEV est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme qui concerne la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal. Pour la deuxième phase, l'accent sera mis sur l'amélioration de la gouvernance nationale et régionale des systèmes de protection des enfants. Notamment dans l'harmonisation des lois, dans la mise en place d'un système de protection efficace juridique, notamment l'élaboration et l'adoption du code de l'enfant au Sénégal et également la prise en charge psychosociale des enfants dans les pays bénéficiaires. Cette deuxième phase est bâtie sur les priorités qui ont été identifiées par tous les ministères des pays partenaires qui s'occupent de la protection des enfants et sur les résultats et les défis qui sont encore présents et qui viennent de la première phase du projet. Donc vraiment, c'était un travail partagé, fait ensemble avec les gouvernements, avec bien sûr l'appui de l'Haut Commissariat qui est là et qui suivra la mise en œuvre du projet. Cette réunion de planification lance ainsi les activités de la deuxième phase du projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits au Sénégal. Suite à la baisse des prix de certaines denrées de consommation, le Conseil régional de consommation de Thiès s'est réuni en présence du gouverneur et des acteurs du commerce. À la sortie de cette rencontre, un nouveau tableau des prix des denrées a été fixé. À Thiès, Fatima Tabanelba. La région de Thiès a tenu son conseil régional de la consommation. Le service de commerce a obtenu un consensus avec les différents acteurs du secteur après examen des différentes propositions et l'intervention du différentiel de transport. Il est ressorti que Thiès applique les mêmes prix que Dakar sur le pain, le sucre cristallisé et le ciment, avec une légère hausse sur l'huile de palme raffinée, le riz brisé ordinaire et la farine. Le prix du kilo de riz brisé ordinaire est à 415 francs. Le litre d'huile à 1010 francs, les populations thiessoises consommateurs achèteront désormais le kilo de sucre à 600 francs. Concernant la farine, nous avons aujourd'hui un prix qui est à 15 400 francs le sac, soit 4 000 francs de baisse par rapport au prix précédent. Concernant le pain, la baguette de 190 grammes à 150 francs, ce qui acte une baisse de 25 francs par baguette de pain. Et enfin, pour le ciment, j'ai le plaisir d'annoncer qu'à compter de ce jour, la tonne sera achetée à 72 000 francs. Le sens des responsabilités des acteurs du commerce a été salué par le gouverneur de la région de Thiès et le chef de service du commerce. Je recueille aussi avec beaucoup de satisfaction les félicitations provenues des acteurs du commerce à l'endroit des hautes autorités de notre pays qui ont consenti un effort de 53 milliards de francs de renonciation de taxes et d'impôts afin qu'on puisse arriver à cette baisse considérable des prix. Des mesures d'accompagnement pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur seront prises par les autorités compétentes. Ainsi, une brigade régionale de surveillance et d'alerte pour le contrôle des prix sera effective dès ce lundi 1er juillet. Une campagne de sensibilisation et d'information pour stimuler le contrôle citoyen est également prévue en collaboration avec les associations de consommateurs et des relais communautaires. Le syndicat national du bâtiment et des travaux publics milite pour la préférence nationale dans la commande publique en conclave à Dakar. Ils ont dénoncé le faible taux qui leur est alloué. Les acteurs appellent ainsi les nouvelles autorités à corriger cette politique désavantageuse de notre économie nationale.
Le BTP, bâtiments et travaux publics, une des locomotives de l'économie nationale, fait face depuis des années à une concurrence étrangère qui a fini par l'étouffer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on prend le nombre de marchés en termes quantitatifs, on vous dira que les Sénégalais ont 70% en nombre. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que nous avons pratiquement que 30% de la valeur de ce qui est offert. Cela pose un problème parce que nous ne nous rendons pas compte, mais cette façon de faire est une faiblesse fondamentale parce que nous exportons des emplois. Les valeurs ajoutées qui devaient rester dans le pays, la plupart sortent effectivement du pays. Les prestations, les compétences, quand elles sont là, locales, il faut en faire usage exclusif. Quand elles ne sont pas là ou quand elles sont faibles, il faut imposer des joint ventures entre le local et l'extérieur. La sous-traitance, également décriée par les entreprises sénégalaises, une méthode courante, loin de profiter à l'économie nationale. Nous voulons, au niveau de tous les secteurs d'activité, que le Sénégalais soit le pivot. C'est le message que nous voulons passer aux autorités. Nous pensons que ce message est entendu parce qu'il y a un précédent qu'ils ont eux-mêmes affirmé, disant que tout ce que les Sénégalais peuvent faire, nous ne le donnerons plus aux étrangers. Maintenant, nous voulons que cela ne soit pas un slogan, mais soit une application pratique de ce qui est nécessaire pour que le pays avance avec ses propres ressources et avec ses propres enfants. La filière nationale du BTP se caractérise par de nombreuses faiblesses, un état dont sont conscients les acteurs. Une réorganisation s'impose. L'augmentation des parts des entreprises nationales dans les marchés publics est un enjeu actuel pour lequel il convient de rechercher des modalités les plus appropriées de mise en œuvre. Elle requerra éventuellement une amélioration des textes pouvant y concourir à l'issue de concertations fructueuses entre les différentes parties prenantes. Elle passera aussi par la mise à niveau des entreprises de votre secteur et par la mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée à la formation de laquelle vous devrez participer. L'Assemblée générale du Syndicat national des entreprises du bâtiment et des travaux publics a permis de faire le diagnostic du secteur. Parmi les mots d'ordre, faire preuve de solidarité pour des entreprises plus robustes et plus résilientes. L'on s'intéresse maintenant à l'ostréiculture, un secteur en pleine expansion dans la région de Fatick, à Nemaba, dans le département de Foundiougne. Une grosse quantité d'huîtres est récoltée au quotidien par des groupements de femmes. Vous allez le voir, l'activité a complètement changé la vie des populations locales. C'est un dossier réalisé par Claire Diop. Le projet déroulé a permis d'améliorer sensiblement la vie des populations ici à Nemaba. Nous sommes dans la commune de Toubacouta, département de Foundiougne, région de Fatick. Sur financement de l'Union européenne, l'approche adoptée par le programme Fish for ACP donne un coup de pouce à la filière ostréicole. En amont, un travail de fond avait été fait, du matériel mis à disposition pour une production de qualité. Ce que nous avons voulu faire spécifiquement tout au début, c'est d'aller vers l'information, donc de procéder à un diagnostic profond qui nous a permis de voir les contraintes, les opportunités de la filière, qui sont les acteurs, quels sont les acquis, qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que suite à ce diagnostic qui a été validé également avec l'ensemble des acteurs, nous avons dégagé une vision et le diagnostic avait permis d'identifier des points de levier. L'identification de ces points de levier a permis d'élaborer de manière inclusive et participative une stratégie de mise à niveau de la chaîne de valeur huître. Désormais, la production est fortement améliorée. Maintenant, avec l'appui du projet, ils utilisent maintenant les pochons et les coupelles. Donc les pochons aident non seulement à améliorer les conditions de travail, à réduire la pénibilité du travail, mais également à garantir la production d'huîtres de qualité, tout en travaillant dans des conditions sûres, dans des conditions de santé et de sécurité améliorées et assurées. Les ostréicultrices de Nemaba se félicitent de l'accompagnement apporté
L'acquisition de nouvelles techniques a permis d'augmenter les rendements. Depuis que nous disposons des pochons, il y a beaucoup d'avantages. Les rendements ont fortement augmenté, les conditions de travail sont nettement améliorées et nous n'enregistrons pratiquement plus de pertes. La délégation européenne a fait le déplacement pour apprécier de visu le travail fait sur place. La délégation de Bruxelles a pu constater le travail époustouflant qui est fait par ces communautés de femmes, par le GIE. Il faut qu'on montre aux bailleurs que les fonds qu'ils investissent le sont à bon escient. Appréciation pour le courage de ces femmes. Vraiment, bravo les mamas. Je suis impressionnée. Bien organisé, oui, et surtout l'esprit d'entrepreneuriat de ces femmes. Au Sénégal, la production nationale d'huîtres est estimée à quelques 16 000 tonnes selon le ministère. À Nemaba, Fish for ACP s'efforce à rendre la chaîne de valeur ostréicole plus productive et durable afin d'en faire un catalyseur de développement économique local basé sur une exploitation rationnelle et équitable des huîtres. La démarche, une contribution déterminante pour l'autonomisation des femmes de la localité. Et puis, le groupe Sonatel vient de procéder à la présentation de son rapport RSE 2023. Les activités de Sonatel, dans le cadre justement de la responsabilité sociétale d'entreprise, ont une empreinte socio-économique de 201 milliards de francs CFA. Inclusion sociale, inclusion numérique, environnement et développement durable. Sonatel met tout en œuvre pour un mieux-être des populations. Amadou Diallo. Plus qu'un document, le rapport de présentation RSE 2023 est un marqueur de l'engagement citoyen du groupe Sonatel pour un avenir meilleur. Une démarche fidèle à celle du Colibri, Sonatel est ainsi certifié par le label engagé citoyen. Le groupe Sonatel s'inscrit dans une dynamique continue de dialogue avec les parties prenantes. Et je voudrais saluer encore une fois cette cérémonie qui constitue un véritable dialogue. On a vu à travers le film toutes les rencontres de dialogue que vous organisez avec les parties prenantes. Et aujourd'hui, c'est un peu la finalité de votre stratégie de dialogue que vous mettez en œuvre. Pour ceux qui ne le savent pas, le Haut Conseil du dialogue social, je parle au nom de tous les membres de l'institution, a un partenariat avec la Sonatel. Donc cela veut dire qu'il y a des entreprises de la place qui tiennent vraiment à cette gouvernance transparente à l'endroit des populations, à l'endroit de leurs clients et à l'endroit même du personnel. L'objectif de Sonatel est de demeurer un des moteurs de croissance de l'économie sénégalaise en mettant l'humain au centre de sa stratégie. Je voudrais revenir sur quelques initiatives de 2023, particulièrement marquantes qui me viennent à l'esprit. Le projet Village, déployé à Gandoul, 8e itération d'une lignée qui a démarré en 2016 à Sob. La maison de l'accompagnant, à Fan, pour soulager la détresse de ceux qui accompagnent les malades hospitalisés. La rénovation et la réhabilitation de l'école de Grand Yoff 2. La poursuite des actions de sauvegarde et de restauration de la mangrove aux îles du Saloum. Les bourses de spécialisation médicale pour des médecins devant servir en région. Les 38 000 apprenants issus globalement de Sonatel Academy, avec les ODC Club également qui ont été déployés en région. Ou encore le soutien et l'accompagnement des personnes défavorisées durant les grands événements religieux comme la Tabaski, le Magal ou le Gamou. Sonatel se tient auprès de l'État du Sénégal pour un développement socio-économique inclusif à travers les ODD, Objectifs de développement durable. Et c'est fort de cela que le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à travers sa feuille de route, matérialiser cette vision qui est la nécessité de trouver de nouvelles voies de développement économique et social du Sénégal en se fondant sur les valeurs que sont le patriotisme, le travail, l'éthique et la fraternité. La pertinence des services que Sonatel apporte aux populations produit un supplément de valeur. C'est une empreinte économique élargie de 1 584 milliards de francs CFA et 217 567 emplois soutenus.
En Mauritanie, un peu plus de 1,9 million d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi pour élire le prochain président. 7 candidats sont en lice. Parmi eux, le président sortant, Mohamed El Ghazouani. Le récit de Seydina Anufal. Changement ou continuité, les Mauritaniens ont été appelés ce samedi à choisir. Le scrutin présidentiel a enregistré 7 candidats. Parmi eux, le président sortant, Mohamed El Ghazouani, qui incarne la continuité. Face à lui, 6 candidats promettent la véritable alternance démocratique dans le pays, qui a connu sa première transition entre 2 présidents élus en 2019. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. 100 observateurs ont été déployés sur le territoire. Les résultats devraient être annoncés officiellement dans la journée de dimanche ou lundi. S'il y a un deuxième tour, il aura lieu le 14 juillet. Au même moment, la France s'achemine vers des législatives à haut risque pour la majorité présidentielle. Après une débâcle aux européennes, Macron tente de reprendre la main et de stopper la montée des extrêmes. Les derniers sondages ne lui sont pas favorables. Attention au virage serré à droite. C'est une chronique signée Oumar Diawa. Dimanche, le sort de la France sera entre les mains de ses électeurs pour un premier tour. La campagne express des législatives s'est achevée. Les instituts de sondage ont publié leurs ultimes bulletins qui tous présentent un trait commun, l'oriflamme du Rassemblement national qui flotte au-dessus de toutes les autres formations politiques d'une France qui semble prendre le virage à droite. Cette direction n'est plus un sens interdit et devient une grande possibilité. Les Européennes en sont la preuve immédiate. Et d'ailleurs, cette Bérésina, allégorie à la défaite napoléonienne en 1812 en Russie, a été le déclencheur de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Dans quelques heures, les urnes vont dévoiler leurs secrets exprimés dans un isoloir. En attendant, les sondages, les tout derniers, font chorus. Ils disent tous à peu près la même chose. Le RN sort en tête avec plus de 36%, soit plus du double du score de 2022. Le nouveau Front populaire s'adjugera l'argent avec 28%, soit 3 points de progression par rapport au repère de 2022. Et la majorité présidentielle graviterait seulement autour de 20%, soit un recul de 6 points. Les projections statistiques confirment la dynamique en faveur de l'extrême droite de Jordan Bardella. Le Rassemblement national est crédité de 269 sièges en moyenne, soit plus du triple de l'actuel groupe RN à l'Assemblée. Ces intentions dessinent la perspective d'une recomposition majeure du paysage politique français, avec de lourdes conséquences sur la gouvernance du pays de Marianne, la vie sociale, le code de la nationalité et la politique migratoire. En cela, ce qui se joue en ce moment en France intéresse l'Afrique dans ses parties subsahariennes et maghrébines. Si Bardella, qui a du sang kabyle en tant que Premier ministre, s'installe à Matignon, il fanfaronnera dans une cohabitation heurtée avec Macron. La France des Lumières pourrait alors vite se retrouver dans un crépuscule ténébreux. Mais ça, ce sera dans le regard des autres, pas de ceux qui ont fait le choix du virage très serré à droite. Un sacré Oumar Dia au sport. Football Euro 2024 à la Suisse s'est imposé tout à l'heure par 2-0 face à l'Italie. La Nati élimine ainsi la championne en titre et se qualifie en quart de finale. Retour sur les temps forts du match avec Fatmata Savani. Informe qu'il a déjà procédé à l'envoi des convocations aux candidats. Les élèves ont commencé à recevoir par SMS leurs convocations et les convocations sous format papier sont en train aussi d'être transmises au niveau des régions. On va commencer incessamment au niveau de Dakar. 499 jurys ont été composés. Environ 600 présidents de jury ont été sélectionnés et formés. Les présidents de jury ils sont issus de la formation au niveau du ministère de l'Éducation nationale à travers ce qu'on appelle les IS, ce qu'on appelle aussi les inspecteurs, les agents des CRF et aussi au niveau de l'enseignement supérieur.